Voilà, on va démarrer si vous voulez bien. Tant pis pour ceux qui nous rejoindront. Voilà, mesdames, messieurs, mon cher Jean, je suis très très heureux et c'est un privilège d'introduire cette table ronde consacrée à l'éco-anxiété, organisée conjointement donc avec la Commission des affaires sociales. Je remercie le président Philippe Mouillet d'avoir bien voulu co-organiser et pour l'avoir évoqué précédemment avec Catherine Deroche qui était présidente de cette commission. Merci à eux d'avoir bien sûr accepté d'organiser cette réunion commune pour croiser à la fois les avis, les expertises et les approches de nos commissions sur un sujet, un phénomène qui relève à la fois de la santé, du suivi des politiques publiques en matière climatique et environnementale. Et je veux parler d'éco-anxiété. Et pour vous dire la vérité, en fait, j'ai souhaité, c'est à ma demande que cette réunion est organisée. J'en ai fait la demande il y a un peu plus d'un an, après la lecture d'un ouvrage rédigé par une de vos confrères, qui et je le dis en passant, mais c'est à son importance, vous le comprendrez, qui m'avait été offert par mes enfants. Et j'ai découvert cet aspect ou cette définition de l'éco-anxiété, et il m'a semblé non seulement pertinent, mais important, essentiel que nous puissions, au sein de nos commissions, évoquer ce sujet. Je ne vais pas tout développer, mais quand on sait aujourd'hui que plus d'un tiers de nos enfants ne souhaitent pas eux-mêmes avoir des enfants, pour un certain nombre de raisons, dont celles qu'on va évoquer, que ces phénomènes d'éco-anxiété, et notamment amplifiés par le Covid, ont vu un afflux, et je l'ai constaté, à titre personnel, en visitant des établissements, un accroissement de plus de 25% de la présence et des besoins des jeunes en matière de soins et de suivi psychiatrique. Et tous ces éléments y concourent. Donc ça me semblait important que nous puissions avoir un regard lucide sur ces questions en tant que législateurs, en tant que membres de nos deux commissions. C'est la première fois d'ailleurs à ma connaissance qu'une assemblée parlementaire organise une table ronde d'experts et de praticiens sur l'éco-anxiété, dans le but d'assurer l'information du Sénat et du public à propos d'un concept relativement neuf, mais déjà bien présent dans le débat public. Il est en effet entré en dictionnaire en 2023. La définition qu'en donne le Robert renvoie assez laconiquement à l'anxiété provoquée par les menaces environnementales qui pèsent sur notre planète. En 2021, une étude du Lancet révélait que sur 10 000 jeunes de 16 à 25 ans interrogés dans une dizaine de pays, près de la moitié déclaraient que le changement climatique les rendait tristes, anxieux, en colère, impuissants et coupables, avec un pic à 92% des jeunes Philippins qui jugent que l'avenir est effrayant. En France, ce taux s'élève à 74% de nos jeunes de 16 à 25 ans. Dans son rapport annuel sur l'état de la France en 2023, le Conseil économique, social et environnemental dresse un bilan des inquiétudes des Français qui se concentrent en priorité sur la hausse des inégalités sociales et la baisse du pouvoir d'achat, mais également le sentiment d'anxiété face au dérèglement climatique. Le 16 indique ainsi que si les Français sont plutôt optimistes quand ils pensent à leur propre avenir, ils sont au contraire plutôt pessimistes quand ils pensent à l'avenir de leurs enfants. Ils sont encore davantage quand ils pensent à l'avenir de la France ou de la planète. Face à ces constats préoccupants, il nous a semblé opportun d'organiser une table ronde pour faire le point sur la réalité de ce phénomène, avec lucidité et espérance, afin de définir et de délimiter la notion d'éco-anxiété, avant éventuellement d'envisager les réponses publiques qui pourraient être apportées afin de circonscrire sa progression et répondre à cet enjeu croissant, à la fois en termes d'information du public, de prévention, de santé publique et de prise en charge. Afin d'explorer ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Célie Massini, psychiatre à Paris et neurosciences, vous nous détaillerez. Antoine Pellissolo, psychiatre, professeur des unités du GHU Henri Mondor, tous deux auteurs de l'ouvrage Les émotions du dérèglement climatique. Manuela Santa Marina, psychologue clinicienne et psychothérapeute. Et Pierre-Éric Sutter, psychologue du travail. Dans le but de permettre à chaque intervenant de présenter ses travaux et les constats qu'il a pu tirer de sa pratique et de son expérience, je commencerai par quelques questions avant de laisser la parole à Jean pour amorcer le dialogue avec nos deux commissions. Quelle réalité recouvre la notion d'éco-anxiété? Fait-elle l'objet d'un consensus scientifique ou faut-il lui préférer une autre qualification? Comment la diagnostiquer? Quels sont les symptômes les plus fréquents? Quelles sont les catégories de population les plus susceptibles d'être concernées? On a beaucoup parlé des jeunes. Quelles sont selon vous l'ampleur et la dynamique du phénomène? Les pouvoirs publics ont-ils selon vous déjà pris en compte les problématiques soulevées par cette question nouvelle? Je ne serai donc pas plus long. Je laisse la parole à Jean puis ensuite à nos différents intervenants.
Monsieur le vice-président, cher Didier, mesdames et messieurs, mes chers collègues, bonjour. Je voudrais donc, au nom du président Philippe Mouillet, qui regrette de ne pouvoir être présent du fait d'une cérémonie d'hommage qui doit se tenir aux Invalides dans quelques instants, je tiens tout d'abord à remercier le président Longeot pour l'initiative de cette table ronde, ainsi que les participants, Madame Massini, Monsieur Pellissolo, Monsieur Sutter et Madame Santa Marina, merci de votre présence. J'espère que nos échanges nous permettront de mieux éclairer les membres de nos commissions respectives sur un phénomène émergent dont on peine à prendre la pleine mesure. Je ne dirai que peu de mots pour compléter le propos introductif de mon collègue Didier Mandelli. J'aimerais peut-être simplement que vous puissiez préciser en quoi l'éco-anxiété se distingue, si tel est bien le cas, des sources d'anxiété qui ont pu affecter les générations précédentes, comme par exemple la guerre nucléaire. L'éco-anxiété pose-t-elle par sa nature, par la quantité des personnes touchées ou par les troubles qui la caractérisent, des problèmes vraiment spécifiques? Je n'en dirai pas davantage et vous cède donc la parole. Bonjour mesdames et messieurs, je suis la docteure Céline Massini, j'exerce actuellement en tant que psychiatre de l'hôpital public à l'hôpital Sainte-Anne, situé dans le 14e arrondissement de Paris, dans un service spécialisé dans la prise en charge des troubles du comportement alimentaire, et je vous remercie pour cette invitation. J'ai une expérience théorique de la question qui nous intéresse aujourd'hui via les revues de la littérature scientifique que j'ai réalisées d'abord pour ma thèse de médecine, puis pour mon mémoire de fin d'études, travaux tous deux dirigés par le professeur Antoine Pellissolo ici présent. Mon mémoire, mis à jour pour la table ronde d'aujourd'hui, posait l'une de vos questions, l'éco-anxiété est-elle une nouvelle entité clinique ? Ma thèse, elle, s'intéressait à l'ensemble des impacts du dérèglement climatique sur la santé mentale des populations, dont l'éco-anxiété est une des manifestations. Le dérèglement climatique touche déjà la santé mentale de toutes et tous, et ce, au-delà de la question de l'éco-anxiété, à chaque période de canicule, de sécheresse et à chaque confrontation à des événements climatiques extrêmes, pour ne citer que ces trois exemples. Notre territoire a été frappé par de nombreuses catastrophes naturelles ces dernières années et les études montrent que dans de telles circonstances, il y a davantage de blessés psychiques que physiques. Pour citer un exemple de ces blessures psychiques, 15% des victimes développeront un état de stress post-traumatique suite à la confrontation à une catastrophe naturelle. Pourtant, les dispositifs mis en place ne reflètent pas cette répartition et nous en avons fait l'expérience lors de la pandémie de Covid-19 avec la fermeture de nombreuses structures en psychiatrie. Nous continuons à ce jour de prendre en charge des patients et patientes dont la santé mentale a été fortement ébranlée lors de la pandémie. Et ce point en souligne un de taille. Les conséquences de ce que nous traversons sur le plan psychique sont souvent des conséquences au long cours qui peuvent nous impacter sur des années et nécessiter parfois des prises en charge tout aussi longues, bien que variables en intensité. Les pistes de réponse que nous allons ébaucher aujourd'hui devront relever ce défi du temps long pour être efficientes. Se poser la question de la prise en charge de l'éco-anxiété, c'est donc poser la question plus large de la prise en charge psychiatrique de toutes les personnes qui en ont besoin. Aujourd'hui en France, le système de santé n'arrive plus à répondre aux besoins en santé mentale de la population. De nombreuses personnes, toutes détresses psychiques confondues, n'ont pas accès aux soins qui seraient nécessaires. Les délais d'attente de toutes les structures publiques s'allongent de façon exponentielle pour atteindre plusieurs mois et jusqu'à plus d'une année, notamment en pédopsychiatrie. La fréquentation des urgences psychiatriques culmine, alors qu'en parallèle, de nombreux services ferment, parce que nous ne sommes pas assez nombreux et nombreuses, toutes professions de soins confondues. Si je cite l'exemple de la pédopsychiatrie en particulier, c'est parce que les études montrent que parmi les populations les plus vulnérables à l'éco-anxiété se trouvent les adolescents et les jeunes adultes. Et parce que la pénurie implique la priorisation des prises en charge sur des critères de sévérité et d'urgence, elle concerne tout particulièrement la réflexion autour de l'éco-anxiété, puisque cette dernière n'est pas à ce jour un diagnostic psychiatrique à proprement parler, bien qu'elle puisse être à l'origine d'une douleur psychique invalidante et être un facteur précipitant d'autres troubles mentaux. Aujourd'hui, la littérature scientifique définit l'éco-anxiété comme la peur chronique des désastres écologiques à venir. À partir d'études descriptives et qualitatives, nous en connaissons certains symptômes, avons des indices sur sa prévalence et les populations qui y seraient les plus vulnérables. Des échelles ont été construites afin de permettre le développement de la recherche et d'assurer une comparativité des résultats.
Néanmoins, à ce jour, les connaissances restent limitées. Ces manifestations ne sont pas reconnues comme une pathologie psychiatrique et il n'y a pas de critères diagnostiques définis permettant d'unifier nos pratiques. Toutes les échelles d'évaluation existant à ce jour n'ont pas été traduites et validées en français. Les études pour permettre de mieux circonscrire ce phénomène et définir comment le prendre en charge sur le plan thérapeutique n'ont pas encore été menées ou si elles existent, leurs résultats pas encore publiés. Sur ce sujet, il y a donc un double chantier à mener, celui de la caractérisation de ce trouble et celui de la mise en place d'actions de prévention et de prise en charge adaptées. Pour résumer en 3 points clés, 1. L'éco-anxiété est une des conséquences sur la santé mentale du dérèglement climatique. Il est attendu que les besoins de soins psychologiques et psychiatriques augmentent du fait du dérèglement climatique. 2. Aujourd'hui, la psychiatrie publique n'est pas en mesure de répondre aux besoins déjà existants de la population. 3. L'éco-anxiété est encore insuffisamment définie. Pour penser des politiques de santé efficaces sur ce sujet, il reste des travaux de recherche à entreprendre pour définir des critères diagnostiques, traduire et valider les échelles existantes en français, comprendre comment l'éco-anxiété s'articule avec les autres troubles psychiatriques déjà décrits et définir des stratégies thérapeutiques efficientes. Merci pour votre attention. Merci, je vous laisse poursuivre. Bien, messieurs les présidents, mesdames et messieurs les sénatrices et les sénateurs, Antoine Pellissolo, donc je suis psychiatre, chef du service de psychiatrie à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Je suis, pour être transparent par ailleurs, engagé politiquement, donc je signale quand même que je suis premier adjoint maire de Créteil et secrétaire national du Parti socialiste. Je ne pense pas qu'il y ait de conflit d'intérêts, mais ça expliquera aussi peut-être la complémentarité de certaines approches. Et je vous remercie aussi beaucoup de cette invitation et de l'organisation de cette table ronde qui, à mon sens, comme l'a déjà beaucoup souligné Sylvie Massini, permettra d'insister sur les problématiques de santé mentale en général, mais avec le croisement particulier avec les enjeux du changement climatique, environnemental en général. Mon parcours dans cette problématique, ça a été depuis plus de 20 ans de travailler sur l'anxiété en général, sur les troubles anxieux, ce qu'on appelle les troubles anxieux, c'est les phobies, les TOC, enfin c'est ces troubles-là qui peuvent concerner beaucoup de personnes et parfois être très invalidants, c'est souvent méconnu. Et puis petit à petit, aussi au travers de recherches qui sont menées dans notre équipe à Créteil autour de l'environnement, nous pencher sur de plus en plus de patients souvent jeunes, en effet, qui ont cette plainte qui dépasse juste l'inquiétude. Parce que l'inquiétude pour le climat, je pense qu'elle est partagée. Les chiffres que vous évoquiez, qui sont souvent issus d'enquêtes ou de sondages, sont un petit peu imprécis en général. On a plus de la moitié de la population en général qui s'inquiète pour le climat. Et on ne peut pas considérer que c'est une pathologie. C'est plutôt quelque chose de sain et d'utile, a priori, on peut l'espérer, pour l'action à mener en faveur de la transformation écologique, mais au sein de... Donc c'est 50%, parfois plus pour les plus jeunes, mais ces personnes-là, alors on dit que c'est pas forcément une souffrance, mais par exemple ce que vous évoquiez sur le non-désir d'enfant peut être aussi le reflet quand même d'un impact très fort. Alors au sein de cette proportion importante de personnes consciente des enjeux climatiques. En effet, le concept d'éco-anxiété a émergé. On l'a vu émerger dans les personnes, enfin chez les personnes qui consultent, au départ pour d'autres motifs, ou maintenant de plus en plus pour ce motif-là. Alors il y a un petit biais, je pense qu'on a tous un biais ici autour de la table, parce que comme on en parle et qu'on travaille sur ces questions, on voit arriver plus de personnes avec ces plaintes-là. On ne peut pas dire du tout qu'on est représentatif, hein, évidemment. Et en effet, on n'a pas de chiffres réellement représentatifs d'épidémiologie. La seule étude un peu récente et à peu près consistante sur ce qu'on appelle nous la prévalence en épidémiologie de ces troubles, définie sur des critères encore assez fragiles, hein, puisque comme on l'a déjà dit, il n'y a pas aujourd'hui d'entité vraiment reconnue, puisque c'est récent et qu'il faut se méfier de ne pas psychiatriser toute la société. Ça, je sais que c'est un motif de vigilance, mais en gros les données américaines, parce qu'il n'y en a pas d'autres je crois dans le monde, sérieuses, c'est à peu près 3% de la population qui répond à des critères de pathologie. Alors, critères de pathologie, c'est
sous des formes différentes, mais une anxiété excessive, c'est-à-dire gênante, envahissante, obsédante, avec souvent des comportements de vérification qui ressemblent souvent à des compulsions qu'on voit dans les TOC, donc des personnes qui vont essayer de se rassurer en regardant les informations, et souvent ça n'a pas l'effet escompté, ou en tout cas qui vont se documenter, ils vont regarder les rapports du GIEC et qui vont essayer de trouver des solutions quelque part, et ça peut devenir vraiment quelque chose d'assez obsédant. Il y a des répercussions sur le sommeil, sur l'appétit, sur l'équilibre de vie générale, et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut considérer qu'il y a quelque chose de, non pas excessif par rapport à la problématique, parce que ça c'est un jugement qu'on porte par ailleurs, mais sur le retentissement que ça a sur la personne, et c'est là qu'on peut intervenir nous en tant que soignants. Alors justement, ce que nous proposons aujourd'hui en termes de prise en charge, c'est relativement, je dirais bien, consensuel, en tout cas, souvent entre les spécialistes. Il y a pas mal de choses à faire. Je pense qu'on est assez efficace pour aider ces personnes, parce que les troubles anxieux, on les connaît depuis longtemps. Et parce qu'on a des outils qui reposent sur les psychothérapies en général et sur l'accompagnement et avant tout l'écoute. C'est évidemment la première chose que demandent ces personnes, c'est de pouvoir engager un dialogue, des échanges pour pouvoir légitimer souvent leur inquiétude et la partager. Donc notre travail, c'est d'avoir cette écoute-là, de proposer ensuite des soins un peu spécifiques quand il y a une vraie pathologie. Alors là aussi, on ressort nos diagnostics de troubles anxieux, d'anxiété généralisée, comme on dit, de dépression et parfois, et on les soigne. Ça, normalement, les outils classiques fonctionnent avec certaines formes de thérapie, notamment assez adaptées à cette problématique, autour des thérapies comportementales et cognitives pour faire un petit peu large. Et puis enfin, il y a vraiment quelque chose que tout le monde recommande, c'est d'accompagner ces personnes vers une mise en action, vers un engagement qui va correspondre à leur engagement souvent, enfin à leurs valeurs personnelles, la proximité avec la nature d'une manière générale, qui a des effets bénéfiques majeurs pour la santé et la santé psychique, et puis un engagement souvent associatif, écologique, militant ou autre, permettant de se réaliser et de sortir de la culpabilité qui est souvent prégnante. Alors juste pour terminer et pour répondre un peu à une des questions que vous posiez sur la différence avec d'autres formes d'anxiété, je pense que c'est pas encore en effet consensuel, ça reste débattu, on est prudent, mais je pense qu'il y a matière effectivement à définir un syndrome ou une dimension, un sous-type comme on dit, de troubles anxieux, parce que le motif n'est pas comme les autres. Vous évoquiez la guerre mondiale, la guerre nucléaire. Bon, la petite différence avec la guerre nucléaire, c'est que en tout cas en grande partie, elle n'a pas eu lieu. Au sens de, effectivement, moi je me projette très bien, effectivement, je suis parti dans plutôt des boomers ici, plutôt que des plus jeunes, et moi j'ai offert mon bouquin à mes enfants, et c'est pas le contraire, mais parce que comme ça permettait de les mobiliser un peu. Mais à l'époque, on était en effet dans cette idée de la guerre froide et des risques nucléaires. Il y avait l'espoir de l'éviter, puisque réellement, on a pu jusqu'à présent l'éviter. Là, le regard qu'ont ces personnes sur l'avenir, c'est de toute façon, on ne pourra rien y faire, c'est irrémédiable. On peut essayer de dévier un peu la trajectoire, mais on va y passer. Et ça change un peu l'appréhension du danger. Alors, ça ne veut pas dire que c'est complètement radicalement différent, mais c'est quand même un vécu particulier qui a des éléments de désespoir parfois et de mélange des émotions. C'est pas que de la peur, il y a souvent de la frustration, du désespoir et beaucoup, vous savez bien, de ressentiment, de colère, notamment envers les autres qui sont, pour certains, encore très sceptiques. Et c'est pas des films. On sait que le scepticisme, il reste encore. Je pourrais les citer, des propos récents d'un journaliste qui sur beaucoup de chaînes en ce moment, enfin en tout cas dans beaucoup de médias, qui assume la France n'a pas à s'occuper du changement climatique, c'est pas son travail, on a d'autres choses à faire. C'est vraiment des discours qu'on entend et que les éco-anxieux ont du mal évidemment à assumer. Donc il y a toute cette particularité-là qui, je pense, mérite une attention particulière. Et pour vraiment terminer, une des propositions, je pense qu'il nous tient à cœur, c'est en effet de travailler sur cette question au sens, alors vraiment multidisciplinaire. C'est pas qu'une question de médecin du tout, c'est une question de psychologues, de médecins, mais aussi de sociologues, de philosophes, enfin de tous les acteurs et notamment les politiques, parce que je pense que les deux niveaux que j'évoquais au niveau individuel, ils s'appliquent au niveau collectif. Il faut porter la parole, il faut écouter ses préoccupations, les partager, légitimer ce qui doit l'être ou pas, parce que le scénario catastrophe, il n'est pas forcément celui qu'on va forcément choisir, mais il existe dans la tête de certains. Et donc il y a ces espaces de parole. Moi, je pense que je vous parlais de l'action locale éventuellement, d'avoir des lieux d'échange autour de ces questions-là. Je pense que c'est primordial. Et deuxième chose, accompagner vers des meilleures connaissances. Alors vers évidemment l'application des politiques pour
pour la transformation climatique, c'est la meilleure chose pour rassurer ces personnes, évidemment, puisqu'elles sont inquiètes avec l'idée qu'on ne fera rien. Donc si on montre qu'on est dans l'action, ça peut évidemment les apaiser un peu. Et dernière chose, mieux connaître ce phénomène. Moi, je proposerais bien, et on est prêts, nous, à nous y engager, à créer des centres ressources un peu spécialisés, des centres de référence, en tout cas qui permettent de travailler sur les soins apportés, sur la connaissance un peu scientifique et sur la formation. Parce que ce qui manque probablement, en tout cas chez les professionnels qui ne sont pas spécialisés, c'est de connaître, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il est important d'en parler, pour que nos collègues, psychologues, médecins, tous les professionnels de santé, sachent que c'est une problématique réelle, authentique, qui est parfois un petit peu, je dirais, prise de haut quand on ne connaît pas bien les sujets. Voilà, donc il y a, je pense, des objectifs universitaires en partie autour de ça que je pense qu'on pourrait tout à fait coporter si vous le souhaitez. Pardon d'avoir été un peu long. Bonjour, merci beaucoup. Très honorée d'être là. Merci pour l'invitation. Je suis du coup Manuela Santamarina, psychologue, clinicienne et psychothérapeute. Alors moi j'ai été conviée, je ne suis pas chercheuse, donc je suis psychologue, clinicienne et psychothérapeute. Ça veut dire concrètement que je suis dans mon cabinet, je reçois des patients. Je suis en cabinet libéral et également je travaille dans une fondation. Et je vais prendre un tout petit peu de temps juste pour décrire un peu d'où je viens et d'où je parle, pour expliquer un peu mieux après mon regard sur cette situation-là. Alors déjà, je suis tout à fait en accord avec ce qui a été dit par mes premiers collègues. En gros, donc moi, à la base, je suis spécialisée en psychotrauma. Je me suis intéressée d'un point de vue personnel à la question de la situation écologique et des conséquences psychologiques en 2017. Et je me suis dit, bon, je vais regarder un petit peu ce qui existe en termes de réponses et en travaux pour l'accompagnement sur cette thématique. Et il y en avait très peu. Il y en a encore, vous en avez entendu très peu. En tout cas, la question du consensus est difficile. Par contre, j'ai vu qu'il existait énormément de réflexions et d'accompagnement sur ce sujet, mais par des non-psy, par des non-professionnels de la santé mentale. Ce qui est quand même assez particulier, disons. C'est-à-dire comme s'il y avait un abandon de la question santé mentale, ou en tout cas un non-intérêt à ce moment-là de la question de l'éco-anxiété, alors qu'il existe depuis longtemps des réflexions dans d'autres domaines. Du coup, j'ai souhaité personnellement me dire comment est-ce que je peux, moi, me faire un regard de cette clinique au niveau du terrain, et j'ai souhaité rejoindre des mouvements citoyens écologistes. Donc, c'est aussi un petit peu important pour moi de vous dire d'où vient mon regard. Je suis du coup restée dans ce milieu terrain pendant 3 ans. J'ai souhaité également rencontrer d'autres thérapeutes intéressés par cette question-là, et nous avons notamment cofondé le réseau des professionnels de l'accompagnement face à l'urgence écologique, notamment avec Charline Schmerber, qui est très active sur ce sujet-là également. Et je suis également membre du groupe d'intérêt et d'études de l'Association française des thérapies cognitives et comportementales. Donc si je donne ces informations-là, c'est pour dire que surtout je pourrais vous donner des retours au niveau de mon retour terrain, puisqu'aujourd'hui j'ai une file active, on va dire, d'un tiers de mes patients sur la question des éco-anxieux. Et comme le disait tout à l'heure le professeur Pellissolo, c'est bien évidemment dû à quelque chose d'un biais de sélection, puisque je suis labellisée entre guillemets psychothérapeute éco-sensible. Mais voilà, je peux aussi donner un peu la voix, porter la voix d'autres thérapeutes terrain du fait de ce réseau des accompagnants face à l'urgence écologique, et également de ce groupe d'intérêt d'études. Et par ailleurs, un autre élément qui me semble intéressant, dont on va parler aujourd'hui, c'est la question de la sensibilisation. Je suis également formatrice à l'accompagnement des émotions pour les personnes qui se forment aux outils de sensibilisation, comme notamment la fresque du climat, qui est un outil de sensibilisation sur la question écologique. Voilà. Et donc, c'est comment est-ce qu'on va donner ces informations-là, mais en même temps s'assurer qu'il y a un accompagnement émotionnel pour que ça ne vienne pas effondrer les personnes, parce que ça peut des fois donner cet élément-là. Donc mon regard sur la question de l'éco-anxiété, suite à un petit peu du coup au retour terrain, déjà tout d'abord c'est vraiment important pour moi de pointer le fait que ce n'est pas une maladie, comme ça a déjà été cité ici au niveau de mes collègues, mais aussi c'est vraiment soutenu au niveau par exemple de l'association américaine de psychologie, l'APA, aussi le Climate Psychology Alliance, donc l'alliance climatique psychologique qui est notamment créée en Angleterre. Et vraiment, ils pointent, pour eux, c'est vraiment important de pointer le fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une maladie ou d'une pathologie sur la question de l'éco-anxiété. À titre un petit peu comparatif, une des choses que j'aime bien dire, c'est un peu comme si une personne vivait un deuil
c'est indéniable qu'elle va souffrir. La question de l'éco-anxiété serait un peu similaire, c'est-à-dire que la souffrance est indéniable à partir du moment où il y a une prise de conscience de la situation, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de douloureux à la perspective un petit peu de la situation et de la mutation actuelle qui nous attendent. Mais on ne peut pas dire que c'est pathologique lorsqu'on souffre un deuil. Par contre, il est possible parfois de vivre un deuil pathologique, c'est-à-dire que ça va se transformer, il va y avoir chez certaines personnes quelque chose qui va faire que cet état-là va devenir invalidant, ou va générer une paralysie, ou en tout cas son fonctionnement ne va plus être possible. Je prends un petit peu ce parallèle parce que c'est également une façon de dire, et ce n'est pas parce que ce n'est pas une pathologie qu'on ne peut pas l'écouter en séance, c'est-à-dire qu'on peut aussi souffrir d'éco-anxiété sans que ça soit forcément pathologique, mais demander quand même à être reçu et écouté sur ce sujet-là, comme on peut être reçu sur une question d'un deuil. Voilà. Ensuite, l'autre élément qui me semble important par rapport à la question de l'éco-anxiété, déjà, c'est que c'est un terme que moi je trouve personnellement, et d'autres collègues aussi, assez malheureux. C'est un terme qui ne vient pas d'une réflexion clinique, d'étude des symptômes et du coup d'une réflexion sur comment est-ce qu'on va nommer cette souffrance-là. C'est pour ça que je nomme depuis tout à l'heure la notion de souffrance de manière générale face à l'urgence écologique. Parce qu'en fait, comme le disait d'ailleurs tout à l'heure le professeur Pellissolo, nous ne sommes pas face uniquement à une plainte en termes d'anxiété, mais il y a une palette importante d'émotions. Souvent on parle d'éco-émotions. Et donc du coup, c'est un terme assez malheureux parce que du coup, on va se centrer sur la notion uniquement d'anxiété. Et d'ailleurs, on va l'associer très rapidement à une notion de trouble anxieux, alors que ça ne va pas forcément devenir un trouble anxieux. Ça peut devenir plein d'autres choses. Il y a Sherlyn Schmerber, notamment, qui utilise le terme de éco-anxiété systémique pour pointer le fait que, certes, les personnes se plaignent d'une inquiétude par rapport au réchauffement climatique et aux conséquences, mais elles vont avoir aussi, donc, d'une part, la palette d'émotions qui va être très large, mais également aussi des inquiétudes qui vont aller au-delà de la question du réchauffement climatique. Comme par exemple, donc c'est une étude qualitative, mais quand même elle a porté sur 1066 personnes en France. Les personnes se plaignaient, exprimaient vraiment en top, on va dire top 3 de l'anxiété, des raisons de l'anxiété. C'était la perte de la biodiversité, l'inquiétude en termes de pénurie d'eau, et également ensuite en troisième point, la question du réchauffement climatique. Donc ce n'est pas qu'une question d'avoir peur, on va dire, d'un point de vue de la météo qu'il fasse chaud. Il y avait aussi une dimension très importante qui était, ce n'est pas juste les conséquences, on va dire, climatiques, mais c'est aussi sur toutes les autres sphères de la vie qui nous concernent. Et là, lorsqu'on leur demande un petit peu quel est le risque qu'ils voient derrière un peu cette situation, c'est en top 1, c'est la guerre. Ensuite, il y a la question des pénuries, donc je disais pénurie d'eau, pénurie alimentaire. C'est aussi la perspective de violence, qu'on se batte puisqu'on se retrouve dans des situations avec moins de ressources, une inquiétude comme ça de situation d'une violence qui pourrait augmenter. La peur aussi de crise économique, de crash boursier, des risques sanitaires. Donc on voit que c'est une inquiétude qui est beaucoup plus large. Voilà. Un autre élément donc, qui me semblait important de pointer, c'était, parce que c'est vrai que ça touche quand même, ça peut toucher tout le monde, mais c'est vrai que ça touche quand même beaucoup les jeunes. Et les études, donc on a cité tout à l'heure l'étude du Lancet de 2021, pointe qu'il y a une corrélation quand même très forte entre la perception qu'ont les jeunes, donc parce que c'est une étude qui a été faite sur les jeunes, la perception qu'ont les jeunes sur les actions politiques qui sont faites par rapport à la situation dans laquelle nous sommes, et l'éco-anxiété, c'est-à-dire plus ils sentent qu'il y a une inaction ou en tout cas des actions qui ne sont pas à la hauteur, plus l'éco-anxiété est forte. Et cette corrélation, on la retrouve dans d'autres études, notamment aussi une étude qui a été faite par la Fondation Jaurès, avec vraiment c'est-à-dire que la souffrance n'est pas juste l'inquiétude à un niveau individuel, mais c'est l'expression d'une difficulté, d'un sentiment un peu d'abandon d'une génération par rapport à une autre, ou en tout cas du sentiment qu'on n'est pas entendu. Quand je dis on, c'est pas que les jeunes ne se sentent pas entendus sur ces questions-là, et que du coup, il y aurait comme un sentiment presque de violence
de voir que la vie continue telle qu'elle est, que tout, voilà, alors qu'il y aurait des actions majeures à entreprendre. Et je cite ici une personne qui me semble extrêmement importante, qui aurait été, à mon avis, très intéressante dans cette table ronde, mais qui n'est malheureusement pas en France. Il s'agit de Laëlia Benoît. C'est une pédopsychiatre française, mais qui est aux États-Unis, qui travaille à l'université de Yale et qui a fait une étude sur cette question-là, sur les jeunes de 7 à 18 ans. Et elle a également mis en évidence un petit peu ce que je pointais, c'est-à-dire que la souffrance n'est pas juste une souffrance par rapport à la question du réchauffement climatique, mais bien de la réponse de la société, des gouvernements, des entreprises par rapport à ces enjeux-là, et que un des leviers majeurs, on va dire, de soulagement ou d'apaisement de cette inquiétude ou même de la souffrance de manière générale, c'est de sentir que ses parents parlent du sujet, agissent sur cette question, c'est-à-dire sentir la génération du dessus faire quelque chose. Et c'est un des facteurs de protection les plus importants pour ces jeunes-là. Voilà. Enfin, juste rapidement pour la question des réponses publiques, mais je pense qu'on pourra prendre le temps après d'en parler un petit peu plus. C'était donc de ce dernier point que je viens de dire, c'est-à-dire que, ça me semble important que la réponse soit une réponse sur 2 points, c'est-à-dire, effectivement, une réponse d'écoute vraiment importante, puisqu'aujourd'hui, comme je pointais tout à l'heure, j'ai dû aller les chercher pour écouter. Beaucoup de thérapeutes disent, mais moi, j'entends pas ce sujet, alors qu'on voit des chiffres énormes, j'entends pas ce sujet en cabinet. Et ça, c'est... il y a un retour vraiment d'une défiance ou d'une méfiance des lieux thérapeutiques comme espace pour pouvoir être écoutés, parce qu'il y a effectivement quelque chose un peu de sentiment que les thérapeutes ne sont pas éco-sensibilisés, ou en tout cas ne sont pas formés à la question. Et il y a la question mais à côté, il est vraiment important de peut-être communiquer sur ce qui se fait et donner un sentiment un peu de compétences et que justement les pouvoirs publics agissent. Par ailleurs également, je voulais rappeler qu'il existe aujourd'hui une proposition des premiers secours en santé mentale qui s'est basée notamment sur un programme qui a été créé en Australie, qui est vraiment très intéressant et très pertinent, parce que ça peut permettre, du fait qu'on est en train de parler quand même de quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur, qu'on forme notamment les jeunes à s'accompagner, ou en tout cas les adultes aussi, accompagner les jeunes déjà dans des premiers temps d'écoute en termes de santé mentale, et on pourrait rajouter dans ce programme-là les enjeux d'éco-anxiété justement. Donc ça, c'est une proposition. Et ensuite, faire attention au niveau des campagnes de sensibilisation, de transmettre des informations, mais de former les sensibilisateurs, qui est une formation non seulement, on va dire, aux chiffres, mais aussi quand même à l'écoute. Parce qu'on ne peut pas transmettre ce type d'informations-là sans qu'il y ait quand même une intelligence, on va dire, humaine et psychologique, parce ça peut parfois beaucoup effondrer. D'autant plus les jeunes qui, lorsqu'ils entendent ce type d'informations-là, disent « mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ?» Voilà, j'ai fini. Merci. Désolée pour la longueur. Bonjour à tous, donc Pierre-Éric Sutter. Merci de m'avoir invité à cette table ronde. Alors, je suis psychologue du travail depuis une trentaine d'années, mais je suis aussi psychologue clinicien et psychothérapeute, enseignant-chercheur. Et je préside aussi une association qui s'appelle la Maison des éco-anxieux. Je dirige l'observatoire de l'éco-anxiété, qui est le premier observatoire qui permet de prendre la mesure du niveau d'éco-anxiété en France, avec une équipe de chercheurs, de professeurs d'université. Je suis retourné faire des études au CNAM parce qu'il était nécessaire que je continue de creuser ce sillon que j'ai initié en 2016, puisque je ne suis pas venu à l'éco-anxiété, c'est l'éco-anxiété qui est venue à moi, et vous allez le voir, comme sans doute M. Mandellini, elle va venir de plus en plus souvent à vous, au travers de vos proches ou des citoyens. J'en veux pour preuve un certain nombre d'expériences que je vais vous partager, et notamment d'abord ma première patiente, celle que j'appelle ma patiente zéro, qui est venue me voir dans mon cabinet de psychothérapeute en 2016 pour un burn-out initialement, et puis qui m'a parlé d'éco-anxiété. Alors je ne savais pas ce que c'était, j'étais totalement ignorant du sujet. J'ai été voir, comme tout praticien qui s'honore, le CIM, le classement international des maladies. À l'époque, c'était la version 10, et qui est géré par l'OMS et qui référence donc tous les tableaux cliniques. Et je n'ai rien trouvé sur l'éco-anxiété, et pour cause, ça a été dit par les intervenants qui m'ont précédé. Aujourd'hui, il n'y a rien d'officiel, d'institutionnel qui permet d'encadrer ce phénomène.
Et donc, comme j'ai des accointances avec la recherche, parce que vous avez déjà créé des observatoires, notamment l'Observatoire de la vie au travail et l'Observatoire de la vie au travail, pardon, j'ai été voir mes amis chercheurs et on a fait une petite revue littérature. Je me suis rendu compte que l'éco-anxiété est un terme connu depuis 1997, mais sans vraiment beaucoup de recherche jusqu'à l'orée des années 2010. Et là, je m'intéresse à la question et je décide parce qu'à l'époque, on ne parlait pas d'éco-anxiété, pas tellement dans les médias, même pas du tout, hein, avant 2018. C'est à partir de 2018 que ça explose, puisque de 2018 à 2021, il y a plus 600% de références avec anxiété, et de 2018 à 2021, 2021 à 2022, plus 600% à nouveau, et je pense que ça va encore exploser, je n'ai pas regardé les statistiques. Donc l'éco-anxiété vient à nous, et notamment via les médias. Et là, ils sont venus clairement, d'un point de vue clinique, j'étais au chevet d'une première patiente éco-anxieuse qui me dit, voilà, en plus de subir l'effondrement de mon burn-out, l'effondrement intérieur, je dois subir l'effondrement du monde extérieur. Je regarde par la fenêtre, je me dis, ben non, le monde, il a l'air d'être là. Elle me dit, je crois que vous n'êtes pas au courant de ce qui est en train de se passer dans le monde, à l'extérieur, vous n'avez sans doute pas les bonnes lunettes, je vais vous donner un livre à lire. Elle m'a fait lire un livre qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer » de Pablo Servigne, qui est un des chefs de file de la collapsologie. Alors, la collapsologie a beaucoup été décriée, quand bien même elle s'appuie sur des écrits scientifiques. Et c'est ça qui m'a attiré, c'est ça qui m'a interpellé. Et c'est pour ça qu'en 2018, j'ai créé un observatoire qui s'appelle l'Observatoire des vécus du collapse, pour essayer de rendre compte ce que c'était que ce vécu, puisque ça semblait traumatiser les gens. Moi, je n'étais pas traumatisé par cette question-là. Un peu comme le disait M. Jean Sol, c'est de dire, bon, ok, une anxiété sur un éventuel effondrement, mais il est toujours là, le monde. Et puis en me documentant et en regardant ce qui se passait dans ces écrits, et notamment ceux du GIEC, j'ai pris la mesure en fait de ce qui est en train de se passer. Et c'est en fait une histoire de lunettes. C'est un peu comme quand Pasteur a découvert les microbes et que tous les médecins l'ont un petit peu regardé de haut en lui disant, mais c'est quoi cette histoire de microbes, on ne va pas se laver les mains pour faire accoucher les femmes. Et donc effectivement la mortalité infantile continuait comme elle l'était à l'époque. Puis un jour ils ont pris la mesure en regardant dans le microscope, et ils ont compris. Et en fait, ils n'avaient pas les bonnes lunettes. Et en fait, les collapsologues m'ont donné certaines lunettes pour voir avec des exagérations, hein, parce qu'il y en a certains qui sont nihilistes, donc on pourrait faire une sociologie de la collapsologie qui a déjà d'ailleurs été faite. Mais peu importe, ce n'est pas le lieu du sujet, puisque moi je suis un psychologue clinicien, en plus d'être un psychologue du travail. Et donc, il me fallait trouver les moyens de soigner cette patiente éco-anxieuse. Et donc, petit à petit, je me suis renseigné et petit à petit, j'ai vu que la science évoluait. D'abord, j'ai pris conscience que l'éco-anxiété, ça n'était pas une maladie, comme ça a été dit, notamment au travers des recherches scientifiques. Vous avez 3 possibilités en santé mentale. La santé mentale positive, d'un côté du continuum, et de l'autre côté, dans l'autre extrême, vous avez les psychopathologies et les pathologies psychiatriques. Et au milieu, vous avez ce qu'on appelle la détresse psychologique. C'est-à-dire un état intermédiaire entre cette santé mentale positive et la possibilité d'évoluer vers une psychopathologie. Et ce que disent les chercheurs, je vous la fais courte parce que je n'ai pas beaucoup de temps, c'est qu'en fait, et c'est la définition d'une équipe de chercheurs néo-zélandais qui a retenu mon attention, que j'ai synthétisée, comme je vais vous la dire, c'est une détresse psychologique face aux enjeux environnementaux. Elle a le mérite de la simplicité, cette définition, une détresse psychologique face aux enjeux environnementaux, parce qu'elle raconte cette histoire de dégradation de l'état mental. J'étais en santé mentale positive et tout à coup je me prends en pleine figure, en pleine poire, les informations de l'effondrement du monde. Où on pourra les détailler dans l'échange tout à l'heure, parce qu'ils sont actuels. Par exemple, vous avez l'effondrement de la biodiversité. Aujourd'hui, il y a 1 million d'espèces sur les 11 millions répertoriés qui sont menacées d'extinction massive. Pour prendre un exemple. Donc cet état de détresse psychologique, il est lié à la prise d'information de tous ces effondrements que vivent les patients dans leur fort intérieur, dans leur rapport au monde. Voilà. Et donc il y a quelque chose d'existentiel qui se passe très rapidement, c'est qu'ils se projettent dans l'avenir en se disant mais si on va comme ça vers l'effondrement d'un certain nombre de choses, notamment des espèces vivantes, des règlements climatiques, si les sécheresses continuent à advenir, il va y avoir moins d'eau, etc., on va moins bien manger, moins bien boire, moins bien respirer, moins bien vivre. Et le Covid est venu valider en partie cette thèse-là. Et donc, il y a des craintes existentielles. Et c'est pour ça que les enfants s'inquiètent pour leur avenir, parce que ici, dans cette salle, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Et notre avenir, il est plutôt derrière nous que devant nous, pour les baby-boomers que nous sommes. Mais eux, ils ont leur avenir qui est devant eux. Et donc, ils s'inquiètent du monde qu'on va leur laisser. Et c'est ce qui se passe, on pourrait le dire essentiellement chez les enfants, mais moi, j'ai constaté empiriquement que ma patientèle était composée autant de jeunes que d'adultes, que de quinquas.
de vingtenaires, trentenaires, quarantenaires et quinquas. Et j'ai voulu en avoir le cœur net, et donc j'ai créé cet observatoire, l'Observatoire de l'éco-anxiété, avec des chercheurs, sur la base des travaux de recherche de Hogg et Ali, donc l'équipe australo-néo-zélandaise qui a le mérite de proposer une définition simple, mais aussi un référentiel qui m'a permis d'évaluer l'éco-anxiété, un référentiel donc de symptômes cliniques, qui me permet toujours au quotidien de valider cette éco-anxiété. Et surtout, ils l'ont assorti d'un outil diagnostique que nous avons transposé au travers d'une étude de recherche, mais on a été doublé par une équipe lilloise qui s'appelle, qui sont les travaux de Maté, qui a donc transposé cette échelle tout récemment. Donc on a maintenant un outil de diagnostic qui est fiable, validé scientifiquement, et qui permet des mesures de l'éco-anxiété. Simplement, aujourd'hui, on n'a pas l'étalonnage. Puisque l'éco-anxiété, c'est un peu comme la fièvre. C'est-à-dire que, comme toute détresse psychologique, elle est plus ou moins intense et chronique. Et c'est quand elle s'intensifie, qu'elle se chronicise, qu'elle devient une psychopathologie, que là, nos amis psychiatres ont besoin de mettre tout en œuvre pour traiter les patients que nous, les psychologues, ne pouvons plus traiter. Et ce qui est intéressant dans l'outil de Hogg et Ali, c'est qu'on a donc une possibilité de mesurer cette éco-anxiété au travers d'un tableau clinique qui n'est pas exhaustif, puisque la science progresse par falsification successive, mais qui permet d'identifier, de faire un diagnostic différentiel des éco-anxieux. Parce que ce n'est pas parce que je dis que je suis éco-anxieux que je le suis vraiment. C'est pour ça que moi, les études qui se basent sur des sondages, je m'en méfie beaucoup, et même les études scientifiques, celles qui ont été nommées, notamment de Hickman, qui est de la faculté de Bath en Angleterre. Moi, elle me gênait parce que d'abord, elle se centralisait seulement sur les jeunes et pas sur l'ensemble de la population. Et elle faisait plutôt état d'un sondage. C'est qu'est-ce que vous pensez de votre éco-anxiété? C'est-à-dire que l'équipe de Hogg et Ali, elle propose un outil de diagnostic, c'est-à-dire d'auscultation, si j'ose dire, du mental des individus. Et il manque encore aujourd'hui un étalonnage qui permet de classifier. On a proposé dans une publication scientifique intermédiaire une première proposition d'étalonnage qui permet de dire je suis faiblement éco-anxieux à très fortement éco-anxieux. Et évidemment, plus on est fortement éco-anxieux, plus on se rapproche d'une problématique de psychopathologie. Ça menace notre santé mentale. C'est là où l'éco-anxiété menace notre santé mentale et où l'éco-anxieux peut basculer dans un problème de santé mentale. Voilà. J'ai été assailli par les éco-anxieux. C'est devenu principalement ma patientèle. Alors, comme le disait le docteur Pellissolo, je deviens jugé parti parce qu'à force de savoir que je suis un expert d'éco-anxiété, les gens viennent me voir parce que un patient sur deux de mes patients m'a dit « J'ai été voir un de vos confrères, ils n'ont rien compris ce que je leur disais ». Ils ont revécu ce que j'avais vécu moi avec ma première patiente. C'est-à-dire qu'on regarde par la fenêtre et puis on ne comprend pas ce que c'est que l'effondrement du monde. Tant qu'on n'a pas pris la mesure avec des documents scientifiques, de la documentation scientifique. C'est les scientifiques qui nous le disent depuis 50 ans. Une des toutes premières études, elle date de 1972, où on parle déjà de ces problèmes. Et quand on regarde un peu plus profondément, même dans les médias américains, dès les années 50, on parlait déjà des gaz à effet de serre. Et c'est donc quelque chose qu'on a négligé et qui aujourd'hui nous revient comme un boomerang dans la figure, notamment par des porte-paroles que sont les éco-anxieux. Et pour moi, les éco-anxieux, ce n'est pas des personnes pathologiques, c'est dit par les scientifiques et par mes prédécesseurs, sont des gens qui s'inquiètent pour l'avenir et même pour le présent. Et je dirais même que c'est les éco-ambassadeurs de la transition écologique. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une clairvoyance, une éco-clairvoyance sur ce qu'il faudrait changer dans le monde pour qu'il aille mieux et pour éviter qu'il se dégrade, pour continuer à bien manger, bien boire, bien respirer et bien vivre. Je vous remercie pour votre écoute. Merci. Dans mon propos introductif, j'ai cité deux mots, lucidité et espérance, et je pense qu'on a tous effectivement un rôle à jouer, que ce soit les médias ou les élus sur les sujets. Il y a quelques demandes de prise de parole. Ronan Dantec, pour Jean, toi tu as Corinne. Est-ce qu'il y a d'autres, Martha? Bon, on va faire par série de 3 questions peut-être. Donc Ronan, Corinne et puis Martha, puis ensuite Laurence Rossignol. Oui, merci Monsieur le Président et merci pour l'organisation de cette table ronde parce que ça nous permet de mettre sur la table un sujet qu'on n'a jamais cherché à approfondir. Donc moi j'ai bien entendu, je crois que c'est le point quand même clé, c'est que l'éco-anxiété au départ n'est pas une pathologie. En fait c'est un rapport au monde, c'est une lecture du monde. Je crois que c'est important quand même d'abord de dire, même si après ça peut alimenter des névroses, voire des névroses préexistantes. Enfin, là, je sors de mon propre domaine de compétences assez rapidement. Du coup, moi, ma question, c'est plutôt d'essayer d'analyser avant la partie purement où ça devient une pathologie, mais ça peut devenir une pathologie
mais peut-être pas très différente finalement des autres pathologies. Il faudrait regarder, y compris dans l'histoire, avant la Seconde Guerre mondiale, quelles étaient les pathologies d'anxiété. Enfin, il y a d'autres périodes certainement, ou même la guerre d'Algérie. Enfin, voir comment les périodes d'anxiété liées au contexte politique créent derrière de la pathologie. Donc c'est pas nouveau, mais effectivement, moi il me semble intéressant. Alors c'est un peu à la limite de vos propres compétences, mais on aurait besoin peut-être d'analyser plus. Alors ça tient du sondage et de l'étude quantitative, donc c'est évidemment pas si simple. Quelles sont les conséquences en termes comportementaux de cette montée de l'éco-anxiété, y compris en termes sociétaux, économiques? Il y a un exemple que vous avez finalement peu cité, mais qui semble quand même assez central aujourd'hui, qui est la baisse de natalité, parce que ça, on l'entend tous. On a beau être d'une génération de boomers, on voit bien dans les discussions avec les jeunes comment cette éco-anxiété se traduit par une baisse du nombre d'enfants. Ce qui veut dire aussi, et c'est extrêmement intéressant qu'on en discute ici au Sénat, c'est qu'à chaque fois que la société a le sentiment d'un retour en arrière sur les grandes luttes environnementales, pour des raisons généralement immédiates, qui peuvent s'entendre, mais qui sont immédiates, ben ça veut dire que derrière, on perd de la natalité, on perd des enfants, on change des comportements qui vont contre le modèle économique de ceux qui ont justement cherché à retarder les efforts à faire. Si vous trouvez un lien avec l'actualité, c'est votre responsabilité à tous et à chacun. Mais cette question, moi, me semble assez centrale. C'est-à-dire de voir aujourd'hui, au-delà du moment où ça devient une pathologie, effectivement, quels sont les changements comportementaux les principaux et dont nous, on a évidemment, en tant que législateur, derrière à intégrer. Donc ça, c'est pour moi une question assez essentielle. L'autre, c'est effectivement... Je pense que la collapsologie et les études du GIEC ne sont pas de même nature. C'est important, mais je crois qu'on est d'accord. Notamment la place donnée par les collapsologues à la crise énergétique et n'est pas du tout dans ce que le GIEC raconte. Donc il y a une vraie différence. Mais comment la collapsologie impacte effectivement l'éco-anxiété, ça me semble une autre question importante. Merci. Merci. Corinne ? Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames, Messieurs, pour vos interventions. Deux petites questions. Dans la mesure où vous nous avez expliqué donc, que l'éco-anxiété n'était pas une maladie, n'était pas une pathologie, en quoi notre système de santé pourrait contribuer à apporter des réponses à cette détresse psychologique, pour reprendre vos termes. Et puis, une autre question très courte. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Sutter, l'éco-anxiété vient à nous notamment par les médias. En quoi, en termes de, enfin, quelle est votre appréciation par rapport à cette information qui est donnée en continu sur des chaînes d'information 24/24 et qui visiblement aggrave l'éco-anxiété? Je vous remercie. Merci, Présidente, de me passer la parole. J'avais en fait plusieurs questions. Elles ont été un petit peu abordées aussi parce qu'il me semble que l'anxiété de nos jeunesses, ça a déjà existé par le passé. Je pense au courant hippie, par exemple, qui est un courant qui est derrière nous. Il y avait le sujet de la guerre, l'inquiétude, une forme de manifestation d'anxiété d'une certaine jeunesse. Aujourd'hui, tous les quatre, et je vous remercie parce que ça nous éclaire sur un phénomène effectivement dont on entend parler de plus en plus. Vous nous dites, vous êtes des thérapeutes, des cliniciens, vous accueillez, vous parlez beaucoup de jeunes que vous accueillez dans le cadre de vos activités, avec parfois des diagnostics que vous-même posez. J'avais envie, une première question, est-ce que vous êtes éco-anxieux déjà? Et est-ce que votre propre positionnement par rapport à ce phénomène n'influence pas votre propre
propre thérapie. Excusez-moi, je peux vous paraître un peu provocatrice. D'autant plus que je crois que c'est le professeur Pellissolo qui disait lorsque je sens qu'ils ont besoin qu'on leur dise quoi faire, je les oriente vers éventuellement un militantisme écologique, etc. Mais dans le fond, si quelqu'un vient pour maltraitance, vous ne le conseillez pas de mettre des gants de boxe, me semble-t-il. Donc je voulais connaître un petit peu aussi votre positionnement, j'ai presque envie de dire, pardon de le dire comme ça, éthique par rapport à cette éco-anxiété, parce que nous sommes législateurs, donc ça rejoint aussi un peu la question, très bien, mais on fait quoi, en fait, concrètement, avec les constats que vous faites dans votre propre pratique professionnelle? Je vous remercie. Voilà, je vous laisse répondre. Je ne sais pas qui répond, enfin, certains d'entre vous ont été sollicités directement. Eh bien, je me lance en premier. Du coup, déjà, par rapport à la question de l'éco-anxiété n'est pas une pathologie psychiatrique. Elle ne l'est pas parce qu'on ne la connaît pas encore suffisamment. C'est-à-dire que moi, je suis à peu près persuadée qu'on va finir par avoir des critères diagnostiques. Il y a des échelles qui ont été créées pour pouvoir authentifier quels sont les symptômes qui sont présents. Oui, non. Et effectivement, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un étalonnage de ces échelles pour savoir à partir de quand on dit qu'il y a un trouble ou pas de trouble. Donc, parce qu'il y a des personnes... Enfin, en fait, ce qui définit un trouble psychiatrique, c'est le fait que ça ait un impact sur le quotidien des personnes et que ça les empêche de fonctionner comme ils souhaiteraient le faire. C'est finalement la pathologie psychiatrique, elle est toujours définie par ses conséquences sur le fonctionnement au quotidien, dans la grande majorité des cas. Et donc, effectivement, certainement que pour certaines personnes, ça va être du registre de la préoccupation et certainement d'une préoccupation qui est plutôt d'un registre politique et qui ne va pas entraîner de souffrance ou pas sous une forme qui soit invalidante, mais pour d'autres personnes, eh bien, ça va soit être un facteur précipitant vers d'autres troubles psychiatriques qui sont déjà connus, tels que des dépressions, des troubles anxieux, ça on l'a déjà évoqué, soit, et c'est la question qui reste un peu en suspens là en termes de connaissances scientifiques, c'est est-ce que l'éco-anxiété en elle-même est un sous-type de troubles psychiatriques parmi ceux qui sont déjà connus et déjà caractérisés. Parce que pour certaines personnes, il y a une souffrance qui est invalidante. Donc du coup, bon, dire que c'est pas du tout une pathologie psychiatrique, je pense qu'à ce jour, on ne peut pas le faire. La deuxième partie, c'est qu'effectivement, nous, en tant que... Donc moi, je parle en tant que psychiatre, et c'était dans la discussion de mon mémoire de fin d'études, c'est qu'effectivement, on a une place de thérapeute, et c'est qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions qui sont posées par l'éco-anxiété. C'est-à-dire que la position que nous, on peut prendre en tant que thérapeute, c'est accueillir la souffrance et proposer des solutions par rapport au traitement de cette anxiété ou de cette détresse psychologique. Effectivement, en tant que positionnement éthique, c'est pas notre place d'avoir une opinion pour nos patients sur qu'est-ce qu'ils devraient mettre en œuvre ou faire concrètement dans un positionnement militant ou autre. Enfin, et c'est pas tellement ça le sens des interventions qui sont proposées dans les papiers qui le proposent. C'est plutôt de dire que... Enfin, c'est plutôt à l'inverse, en fait. C'est-à-dire les patients qui souffrent d'éco-anxiété, parmi ceux qui s'expriment à ce sujet, ont rapporté que par le fait d'essayer de mettre en cohérence leurs actions avec leurs convictions, ressentent une diminution de l'inquiétude et de cette incohérence, et donc ressentent un effet bénéfique sur leur santé mentale. Voilà, mais c'est pas à nous de leur dire de faire je ne sais pas quoi, d'aller s'engager ou pas. Enfin, et c'est pas ça le sens de ce que les thérapeutes font à l'heure actuelle, parce qu'effectivement, il y a une scission assez importante à faire entre notre rôle de psychiatre et de psychologue et de thérapeute et notre positionnement en tant que personne citoyen dans la société. Donc voilà pour ce point.
Sur les autres questions, qui veut répondre? Ouais, je peux dire un mot, en essayant de reprendre dans l'ordre. Mais c'est vraiment toujours un petit peu la même problématique qu'on aborde depuis le début, qui est ce qui est normal, ce qui ne serait pas normal ou ce qui serait excessif. Parce que, pour répondre déjà à votre première question, les comportements, il y a quand même quelques petites études un peu scientifiques, psychologie sociale ou autres, qui essayent de comprendre effectivement est-ce que les personnes qui se déclarent avec cette anxiété, finalement, changent leur comportement en fonction de ça, de leur inquiétude ou pas. Avec l'idée que on part du principe qu'il y a une problématique écologique, il faut adapter ses comportements. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de débat de fond, enfin en tout cas en majorité. Et donc, que par exemple, est-ce que le fait d'être anxieux promeut ou pas, enfin aide à avoir des comportements plus pro-environnementaux, on va dire. Faire attention à ce qu'on mange, faire attention à comment on se déplace, enfin des choses comme ça. Et les études montrent qu'en gros, il y a toujours les deux. Il y a des gens que ça va aider, pour lesquels il y a plus de comportements, enfin pour lesquels il y a une corrélation avec des comportements pro-environnementaux, et puis d'autres où c'est plutôt l'inverse, il y a un effet de repli, il y a un effet on pourrait dire de sidération. C'est exactement l'effet de l'anxiété dans tous les cas. L'anxiété normalement pousse à agir pour se protéger, en gros, avoir peur, c'est juste éviter le danger quand on peut. Et donc, pour certains, c'est malheureusement, il y a un cap un peu excessif dans la sidération, dans la perte de liberté d'action. Et donc, pour certains, on voit que ça donne plutôt des comportements. Alors, par exemple, le renoncement à la parentalité, on peut l'interpréter de mille façons. C'est très intime comme décision, mais on peut le considérer comme quelque chose où il y a une forme de renoncement à la transmission qui serait là vraiment le pire de ce qui pourrait arriver, en tout cas à l'espèce humaine par définition, mais c'est un peu l'extrême du spectre. Il y a heureusement d'autres gens qui vont pas jusque-là, ou en tout cas qui vont pas forcément être dans les faits dans cette démarche, mais qui sont plutôt, encore une fois, de repli et de souffrance. Donc c'est ça qu'on essaye de démêler entre l'anxiété, on va dire, positive, parce qu'on peut considérer que c'est le cas, s'inquiéter pour... Alors moi je fais toujours le parallèle avec l'hypocondrie. On peut s'inquiéter pour sa santé, c'est bien, c'est nécessaire de surveiller, de ne pas faire n'importe quoi avec sa santé. Par contre, quand on est obsédé par sa santé, qu'on n'arrive plus à s'empêcher de se surveiller, d'aller consulter à tout ce qu'on appelle l'hypocondrie, il y a tous les degrés et ça peut être franchement invalidant. Donc l'éco-anxiété, je pense qu'il y a la même graduation entre quelque chose de plutôt positif, on peut dire, sur le principe, et puis une éco-anxiété, on va dire, pathologique. Et donc, enfin, qui devient pathologique. C'est vrai qu'on tourne autour du pot là depuis le début. En gros, il y a deux niveaux. Et le niveau de décompensation, en gros, c'est celui sur lequel on intervient. Et quand vous posiez la question, madame, sur le système de santé, je crois que c'est comme dans les autres problématiques. Il faut qu'on essaye d'intervenir avant que ça décompense. Il vaut mieux prévenir que guérir, et donc par l'information qu'on a évoquée, par la formation, que les professionnels puissent en parler. Moi je trouve que ce que évoquait Manuela Santamarina sur les premiers secours en santé mentale, c'est en effet très pertinent parce que ça s'adresse à tout le monde, que chacun puisse apporter sa pierre même à ses amis ou avec des personnes à qui on évolue, pour que ça soit connu et qu'on dise, là on a l'impression qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être un petit peu pris en compte, qu'est-ce que je peux faire pour préserver ma santé mentale? Et ça ne veut pas dire aller voir un psychiatre, forcément, ça peut être, je me repose un peu, je me déconnecte, parce qu'effectivement la question sur les flots d'informations, alors c'est pas qu'il faut être contre les informations. Quand il arrive des catastrophes climatiques, on ne va pas dire je ferme les yeux, je ne veux pas le savoir. Alors évidemment, les chaînes d'information, c'est un peu trop récurrent et spectaculaire, mais le fait est qu'il y a les deux niveaux, il faut s'informer, mais pas être inondé. Donc clairement, les conseils qu'on donne à un niveau préventif, là, c'est des moments de déconnexion. Par exemple, on voit beaucoup de vrais professionnels du climat, ceux qui sont chercheurs, ceux qui sont dans le climatologue notamment, ils sont inondés ça, en général parce qu'ils ont une fibre personnelle, le jour et la nuit, enfin c'est leur engagement. Et donc dans ce cas-là, on ne va pas leur dire mais laissez tomber, ça n'a aucune importance. On va juste essayer de leur dire, comme on fait avec toute gestion du stress, faites des pauses, prenez le temps de respirer parce qu'il faut vous préserver vous aussi. Donc c'est ça la démarche vraiment, et les professionnels peuvent accompagner ça si possible, le plus tôt possible, avant que ça décompense. Et quand c'est décompensé, on a nos outils. Et pour répondre donc à la dernière question, l'engagement, alors personnellement, vous avez tout à fait raison de poser la question. Moi, je peux le dire clairement, je pense être éco-anxieux
positif, c'est-à-dire que j'en tiens compte dans mon mode de vie, j'essaye d'y contribuer. J'ai la chance, et voilà, c'est comme ça, j'y peux rien, c'est d'être assez protégé, je pense, contre la décompensation, parce que je ne pense pas en souffrir au sens des répercussions qu'on voit chez les malades. Voilà, mais c'est ça vraiment qu'on peut définir, et c'est cette préoccupation-là qui m'a fait aussi m'intéresser au sujet. Et donc, notre but, je me suis mal exprimé tout à l'heure, évidemment. Le but, c'est pas de faire des prescriptions de comportement, pas du tout. C'est de laisser les personnes retrouver leur liberté d'action. Et le plus souvent, c'est elles qui souhaitent s'engager. C'est-à-dire que quand on a cette fibre-là, certains se disent, il faut essayer de changer les choses. Donc, c'est pas que militants, parce que les militants qu'on voit les plus spectaculaires, c'est une chose, mais c'est aussi, qu'est-ce que je fais pour améliorer la biodiversité autour de chez moi, promouvoir là aussi des modes de vie plus adaptés. C'est là qu'on voit des personnes changer parfois de lieu d'habitation, de travail, parce qu'elles ont réfléchi autrement à leur vie et se sentent comme ça en accord avec elles-mêmes et retrouvent un apaisement. En gros, se déculpabilisent, parce que dans une grosse partie de la souffrance éco-anxieuse, c'est quand même une forme d'hyper-responsabilité, comme si chacun devait porter sur ses épaules le poids des catastrophes à venir, et donc relativiser, mais se sentir utile à quelque chose et pas uniquement passif, parce que c'est la passivité qui crée le plus souvent la détresse. Oui, merci. Toujours aussi d'accord avec mes collègues. Je veux juste répondre aussi à la question sur les conséquences en termes de comportement de la question de l'éco-anxiété. Ce que je peux dire, c'est un petit peu un retour sur ce que m'ont dit me rapportent les patients. Donc, effectivement, il y a la question de la natalité qui vient très fréquemment. Il y a aussi, du coup, on parlait tout à l'heure, la question du rapport au travail. Il y a beaucoup de personnes qui sont très... disons, la question du rapport au travail peut arriver à plein de moments, plein de personnes différentes, mais dans ce cas-là, ça peut générer une souffrance très forte parce que ça met en conflit les valeurs internes, avec parfois tout d'un coup un abandon très soudain du travail, des personnes qui se mettent en situation de précarité d'ailleurs par rapport à ça, ou aussi des réflexions au niveau de leur lieu de vie, et donc il peut y avoir des coups de volant assez rapides et assez spectaculaires. Je dirais aussi en termes de comportement, je vois une certaine défiance qui est là par rapport à la question du système de santé. Vous posiez la question tout à l'heure de qu'est-ce notre système de santé peut faire si ce n'est pas une pathologie. Je pense effectivement que la question de la prévention, comme l'a pointé tout à l'heure le professeur Pellissolo, est essentielle. D'autant plus qu'on va vers un système de santé de plus en plus saturé, et on sait combien la prévention est nécessaire pour éviter justement après que plus ça s'aggrave et plus c'est compliqué après à accompagner. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel, cette histoire de prévention. Sachez que les psychologues cliniciens, nous, ce qu'on nous demande, c'est, à la base, notre métier, c'est censé être de la prévention. Nous ne sommes pas censés recevoir des personnes que l'on doit guérir, mais au contraire, justement, qui sont dans cette fenêtre dont parlait tout à l'heure Pierre-Éric Sutter, de détresse psychologique, afin d'éviter qu'ils rentrent en décompensation et qu'ils doivent peut-être consulter ensuite les psychiatres, par exemple, pour justement prendre des médicaments par rapport à ça. Ou voilà. Donc ça me semble vraiment important. Et la question de la défiance, du coup, on en revient sur la proposition qu'on pointait tout à l'heure, qui était l'importance de former des thérapeutes à cette question-là, parce que, et là je vais boucler avec la question de l'éthique et de notre propre positionnement. C'est évident que c'est quelque chose de très fréquent qu'on retrouve en tout cas dans notre métier. On s'intéresse à ce qui nous appelle, on va dire souvent d'un point de vue personnel. Moi, je peux dire effectivement que je suis éco-anxieuse, un peu comme le pointait tout à l'heure professeur Pellissolo, mais avec cette idée que j'aime pas du tout ce terme, c'est-à-dire oui, j'ai souffert de la question des enjeux écologiques. Aujourd'hui, je me trouve très apaisée par rapport à cette question. Je me sens, on va dire, alignée. Je mets en place des choses par rapport à ça. Et c'est bien ça ce que je souhaite en fait à mes patients. C'est-à-dire pouvoir être alignés, pouvoir être dans un positionnement de vie dans lequel ils sont plutôt, justement, où il n'y a pas de risque psychologique pour eux. C'est ça qui me semble vraiment important. Et cette question, elle est d'autant plus importante. Si on regarde, par exemple, dans la période du Covid, les soignants ont beaucoup souffert parce qu'eux-mêmes, c'est-à-dire c'est dur d'accompagner quelqu'un alors que nous-mêmes, nous vivons ça. Or, il est d'autant plus important de se dire que nous, soignants, nous avons besoin de nous pencher sur cette question, de nous préparer d'une certaine façon psychologiquement à tous ces enjeux pour que lorsqu'on entende ces questions-là, on ne soit pas complètement ébranlé. Parce que je prendrais la question à l'inverse, c'est-à-dire c'est essentiel, au contraire, que nous soyons formés et que nous soyons sensibilisés à cette question, afin que nous soyons des personnes solides et en bonne santé pour recevoir nos patients.
Voilà, rapidement sur la question aussi des impacts du terme collapsologie et de l'éco-anxiété ou même des flux des médias. Il me semble, il a été vraiment pointé qu'effectivement le discours uniquement négatif est délétère. Et d'ailleurs, il y a des types d'accompagnement qui vont proposer d'essayer de réfléchir à des récits pas uniquement dystopiques, mais au contraire des récits justement d'un avenir souhaité. Et ça a des impacts très positifs effectivement sur les patients par rapport à ça. Un autre élément aussi qui a été pointé encore une fois dans les travaux de Laëlia Benoît, c'est donc certes c'est de promouvoir. Alors la question des comportements. C'est vrai que la thérapie cognitive et comportementale peut parfois inviter à certains comportements pour dissoudre l'anxiété, avec l'idée que l'anxiété est soluble dans l'action. Alors quand on parle d'action, c'est effectivement pas forcément des actions que le thérapeute va dire vous devez faire ceci. Par contre, il va chercher à proposer à la personne quelles sont les actions. Là, si vous êtes paralysé, quelles sont les actions que vous souhaiteriez faire. Et c'est effectivement en recherche de mettre en contact avec les valeurs internes de la personne. Et donc l'étude de Laëlia Benoît pointe qu'en fait, ce qui est le plus soulageant pour les personnes, c'est de rentrer dans des actions collectives et pas uniquement individuelles, c'est-à-dire trier des déchets, prendre le vélo et des choses comme ça, mais le collectif n'est pas forcément un collectif engagé et militant, voilà, avec des actions extraordinaires, mais ça peut être tout simplement effectivement des rapports au niveau de son quartier. Mais la notion du collectif est importante parce qu'il y a quelque chose du fait de « je ne suis pas seule à porter ça, d'autres que moi s'inquiètent de ce sujet ». Et ça, c'est ce que je pointais tout à l'heure au niveau de l'importance que ça soit porté par, le sentiment que ça soit porté par plusieurs. Voilà. Quelques mots sur les différentes questions. Effectivement, l'action, c'est important, je vais y revenir. D'abord parce que tout simplement, la science l'a montré, la régulation par l'action est plus puissante que la régulation émotionnelle. Il faut réguler les émotions négatives qui surgissent de la prise de conscience que le monde va mal et s'abîme, ce que vivent les éco-anxieux. Mais derrière, si les enjeux sont tellement énormes, qu'est-ce que je peux faire moi individuellement face à la fonte de la banquise ? Si pour moi c'est important, puisqu'il y a une résonance des éco-anxieux avec le monde, une résonance qui peut être liée à une histoire psychologique. Une patiente comme ça qui avait une trentaine d'années me disait « Quand j'avais 15 ans, je plongeais dans les calanques près de Marseille, puisque mes grands-parents habitaient à proximité. Je plongeais avec des palmes et un masque et un tuba et je voyais des poissons multicolores, c'était merveilleux, c'était un émerveillement pour moi. 15 ans après, elle me dit « Je plonge, il n'y a plus un poisson. Il n'y a plus un poisson. » Non, mais il n'y a plus les poissons à la calanque. Peut-être, voilà, et elle voit beaucoup de bouteilles en plastique à la place, effectivement. Après, c'est son vécu, je le respecte, et l'éthique du psychologue, c'est de dire, voilà, c'est votre vécu, je le respecte. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les scientifiques viennent documenter des effondrements du monde, que vous jugez peut-être pas vrai, mais c'est la science qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Les patients ont écho de ces effondrements, et donc ils se trouvent empêchés, en fait, d'agir. Qu'est-ce que je peux faire individuellement face à la fonte de la banquise? Ça, c'est pas vrai peut-être, mais en tout cas, c'est dit par les scientifiques. Donc la banquise va fondre, qu'est-ce que je peux faire? Si la banquise a un intérêt pour moi, je suis empêché dans mon action seul. Et donc, effectivement, il y a la volonté du recours à l'action collective, donc des recherches d'associations, etc., etc. Et on se rend compte que même ça c'est pas suffisant, et même que les États le voudraient-ils qu'ils ne le pourraient, même tous ensemble ne peuvent pas empêcher cette fonte-là. Et donc, il y a une désespérance potentielle face à cela. Et moi, je le constate de plus en plus aussi dans les entreprises. Ça, c'est au niveau des patients. Les entreprises commencent à me consulter en me disant, voilà, on commence à avoir plein de personnes éco-anxieuses et on se rend compte qu'on les rend éco-anxieuses avec certaines de nos activités ou certaines de nos pratiques. Je vous donne un exemple. Une salariée d'une grande institution française me dit, voilà, moi, je suis préposée au voyage et je suis horrifiée de ma complicité avec le fait que je projette des gaz à effet de serre parce que je n'ai pas le pouvoir d'interdire aux gens qui pourraient prendre le train à la place de l'avion de prendre le train. Alors je lui dis, mais vous êtes qui pour interdire? Oui, mais le problème, c'est que moi, ça me pose un problème. Parce que je sais très bien que les gaz à effet de serre contribuent, en fait, et je suis empêché dans mon action. Et moi, j'ai qu'une seule envie, c'est de quitter cet employeur. Et je voudrais vous rappeler ce qui s'est passé en 2022 au moment où M. Pouyanné, donc président de Total, est venu dans une des plus prestigieuses écoles d'ingénieurs que nous avons en France, qui est Polytechnique. Un tiers des étudiants de la promo sortante se sont levés et lui ont tourné le dos. Ça veut dire qu'ils n'ont pas trop envie de venir travailler dans son entreprise. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui sont plus ou moins impactantes sur les aspects climatiques et environnementaux,
qui sont concernés par ce problème de recrutement, puis de fidélisation, d'engagement des troupes dans les équipes et de renouvellement des équipes dirigeantes, puisque Polytechnique, c'est plutôt des futurs cadres dirigeants. Mais c'est à tous les niveaux. Il y a une association des grandes écoles, des jeunes diplômés des grandes écoles qui s'appelle Défi écologique, je crois, j'ai oublié le nom, peu importe, qui a été fondée en 2018 et qui disent, ils ont une charte, ils disent, nous ne travaillerons jamais dans une entreprise qui ne présente pas des gages de respect de l'environnement et qui ne fait pas du greenwashing. Donc on a clairement des tas de personnes qui se disent « je ne serai pas complice du système à partir du moment où il est avéré qu'il est, comment dirais-je, menaçant pour l'environnement ». Voilà, donc ça, c'est clair que de plus en plus, il y a des entreprises qui en prennent conscience. Et là, on est sur cet aspect de la première question des conséquences dans le domaine socio-économique. C'est-à-dire que là, comment on va faire tourner les entreprises? Et il y a des exemples très simples. Hein. Moi, j'interviens au niveau des cols bleus, cette fois-ci, je termine, qui sont dans des entrepôts qui sont en plein été à plus de 33 degrés. Le droit de retrait leur empêche d'arrêter de travailler. Ben, pas de bras, pas de production. Voilà, ça va aussi arriver comme ça. La parole est à Laurence Rossignol et ensuite Patricia demain. Et Michel Weber pour... Obéir, oui, ça y est. Merci, Monsieur le Président. D'abord, merci d'avoir organisé cette réunion commune à nos deux commissions Affaires sociales et Aménagement. Et merci aux intervenants sur leurs propos. Si je essaye de retenir ce que je peux retenir de votre propos. L'éco-anxiété, on est tous d'accord pour dire que le mot n'est pas bon, mais comme on n'en a pas un autre, on va continuer de l'utiliser pour la commodité de la conversation. Encore ce matin, n'est pas une pathologie, c'est une souffrance, c'est pas non plus une phobie, c'est important aussi de le dire. C'est une souffrance qui peut être invalidante et aboutir à des compensations. Donc, il faut aider ceux qui souffrent, les aider à souffrir moins et accompagner ceux qui sont passés à un stade supérieur et qui sont atteints qui ont des décompensations. Peut-être quand même, ça nous, où est notre place à nous? La vôtre, je la vois assez bien. La nôtre consiste à voter plus de crédits pour la psychiatrie, on essaye. Et votre statut, on essaye. Mais notre place à nous en tant que législateurs. Moi, j'ai le sentiment d'avoir affaire à des individus, jeunes quand même le plus souvent, qui sont juste atteints, si j'ose dire, d'une hyperlucidité. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire, des collègues ont évoqué tout à l'heure, il y en a eu auparavant. Oui, l'exemple qui me vient le premier à l'esprit, c'est Stefan Zweig. Voilà, atteint d'une hyperlucidité sur l'état de l'Europe pendant la montée du nazisme et qui va jusqu'au suicide. Parce qu'à un moment donné, il écrit « ce qu'il voit, ce qu'il sait qui va se passer n'est pas partagé par le plus grand nombre ». Et donc une impression d'immense solitude dans la lucidité du monde. Comment nous, on peut intervenir aujourd'hui? J'ai quand même le sentiment que les responsables politiques, ceux qui sont crédités de décider de l'état du monde, ont une responsabilité, peuvent accroître ou prévenir ce sentiment d'éco-anxiété. Quand on annonce, alors les collègues probablement vont sursauter, mais quand on annonce la pause dans l'usage des pesticides, la pause dans la réduction des pesticides, je prends le pari qu'à cet instant-là, on accroît l'éco-anxiété des gens qui sont affectés par ça. Et donc, la manière dont nous restituons à la population, et pas simplement aux éco-anxieux d'ailleurs, aux autres avant qu'ils ne le deviennent, à la population, la prise en compte de la réalité et qu'ils ne sont pas des gens en marge du monde qui se raconteraient. Ils sont pas en collapsologie, voilà, c'est pas des gens qui pensent que c'est pas des dystopiques. Ils ont une conscience de l'état du monde et la solitude de ne pas la partager avec les responsables politiques est très lourde. Donc, j'attire notre attention le fait que nous avons une responsabilité dans la prévention du développement de l'éco-anxiété parce que mon sentiment, c'est qu'on n'en est qu'au début de l'histoire.
Voilà, ça ne va pas se réduire. Et comme je dois poser une question, j'en pose une aux médecins et aux psychologues, enfin tous les soignants qui sont là. Est-ce que vous avez observé une corrélation entre l'hypersensibilité émotionnelle et les patients que vous accompagnez en éco-anxiété? Patricia. Oui, merci. Donc, merci à l'ensemble des orateurs pour leur intervention. Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit. Moi, je m'interrogeais en fait sur ce phénomène de l'éco-anxiété et sur si toutes les parties du monde étaient concernées de la même manière. Est-ce que ce n'est pas un problème typiquement des sociétés occidentales ? Point d'interrogation. Est-ce que vous avez aussi, vous avez parlé du peu de rétrospective que vous aviez sur le sujet, mais l'interrogation, est-ce que c'est un phénomène culturel? Est-ce que c'est un phénomène sociétal? Est-ce que toutes les parties du monde, quels que soient les régimes, les générations sont concernées de la même manière? Je voudrais avoir une réponse, si cela est possible, sur cette question. Et puis, dans la mesure où on pourrait penser que c'est un phénomène peut-être typiquement occidental, au niveau donc avec une incidence ou une origine plutôt culturelle ou sociétale, quelles actions de prévention, comme je vois ce que vous disiez tout à l'heure, entre 2018 et 2021, plus de 600% de personnes éco-anxieuses, ne serait-il pas bon, et quel serait votre avis de pouvoir avoir des campagnes de prévention en amont pour renforcer la résilience par rapport aux phénomènes environnementaux? Oui, merci Monsieur le Président, merci pour ce débat éminemment intéressant et qui est en phase complète avec ce que vit notre société, parce que je pense que ce serait nier l'évidence. Nous sommes toutes et tous confrontés, je crois, régulièrement à des personnes qui soit le disent, l'affirment, ou d'autres qui le sont finalement sans s'en rendre compte. Et donc la première question que je me posais, c'était celle du périmètre de l'éco-anxiété. Est-ce que finalement vous considérez que des gens, de nos concitoyens qui sont, je ne sais pas, victimes des inondations et qui ont peur des inondations à venir, ou qui ont peur des feux comme quand on a eu des méga-feux, est-ce qu'elles rentrent aussi dans cette catégorie des personnes qui, sans le savoir et sans vous consulter sans doute, ont cette forme d'éco-anxiété? Enfin, ce que l'on voit dans la presse régulièrement avec des gens qui sont au bord du gouffre quant à imaginer ce que pourrait être leur lendemain. Et puis le deuxième sujet, c'est que si l'on parle effectivement de cette évolution, de cette transition qui est en cours, cette crainte face à ce changement de monde et à l'impact, en tout cas, de la prise en compte de l'écologie, on a parlé de collapsologie tout à l'heure, moi j'avais un petit peu cette question du lien entre éco-anxiété et éco-radicalité. C'est-à-dire que si on part d'une forme d'anxiété, donc de conscience écologique qui a pour première conséquence le sentiment de ne pas être, de ne pas pouvoir agir, puisque c'est un petit peu le constat qui est partagé, et que finalement ça doit aboutir sur une forme d'action. Le risque, c'est aussi cette éco-radicalité qui parfois dessert. Je pense qu'on peut toutes et tous être engagés sur des actions écologiques, et vous en avez cité quelques-unes qui me semblent tout à fait effectivement pertinentes. Mais la question de l'éco-radicalité, est-ce que ce n'est pas aussi une première réponse, peut-être même pathologique, à cette éco-anxiété? Et comment est-ce que finalement on l'accompagne? Parce que je pense que c'est aussi source d'inquiétude, de crainte pour beaucoup de nos concitoyens, pour nous-mêmes d'ailleurs, qui sommes parfois directement pris à partie face à cette situation. Bon, du coup, on garde l'ordre établi. Du coup, par rapport à la place que pourraient prendre les responsables politiques, je pense qu'effectivement, vous avez raison dans le fait que ce qu'on en sait, c'est que quand il y a des prises de position des pouvoirs publics dans le sens d'essayer d'amoindrir les conséquences du dérèglement climatique ou essayer de les juguler, enfin d'aller dans le sens des préconisations qui ont pu être votées lors des différentes COP, lors des accords de Paris notamment, on voit qu'il y a une diminution de l'inquiétude générale et que, au contraire, un des pourvoyeurs de l'éco-anxiété, c'est de voir une
une inaction au niveau global, puisque ça renforce le sentiment d'impuissance et le sentiment d'être tout petit face à des enjeux qui sont vraiment immenses, parce que effectivement aucun citoyen seul ne va pouvoir régler à lui seul la question du dérèglement climatique. Par rapport à la question de est-ce que c'est un phénomène de société, effectivement, l'éco-anxiété, c'est quelque chose qui est plutôt décrit dans les pays du Nord économique. On va dire que nous, on a les moyens d'être inquiets pour ce qui est à venir, parce qu'on est encore relativement, et je dis bien relativement, protégé des effets directs et indirects du dérèglement climatique. Dans les pays du Sud, donc hémisphère sud, mais aussi en Australie, qui fait partie du nord économique pourtant, mais qui est dans une zone géographique qui en fait est dramatiquement touchée par le dérèglement climatique, que ce soit par les feux de forêt, par la sécheresse et par d'autres conditions climatiques extrêmes. En fait, dans ces pays-là, ce qu'on voit, c'est la prévalence des décompensations psychiatriques qui sont en lien avec la confrontation à ces conséquences directes. Sur notre territoire, il y a un peu les deux, c'est-à-dire qu'il va y avoir les personnes qui ont été confrontées à des événements climatiques extrêmes, type tornades, inondations, glissements de terrain, et j'en passe, qui vont présenter les conséquences qu'on connaît, qui sont plutôt bien documentées sur le plan psychiatrique, qui vont être plutôt du registre du trauma, qui vont être du registre de troubles anxieux, donc cette fois-ci qui ne sont pas des troubles anxieux projectifs vers l'avenir, mais des troubles anxieux de c'est arrivé et maintenant j'ai peur que ça arrive à nouveau et comment je gère ma vie à partir de ce moment-là, qui vont avoir des problématiques autour du deuil, donc le deuil d'un attachement à une place, etc., et qui vont avoir des problématiques du registre dépressif. C'est plutôt ce genre de problématiques qui vont avoir lieu pour les victimes directes. Et puis, du coup, on va avoir les autres personnes qui n'ont peut-être pas encore fait l'expérience directement dans leur vie quotidienne d'avoir été impactées par le dérèglement climatique à travers un événement climatique extrême, mais qui ont cette inquiétude parce qu'il y a cette confrontation avec les informations qui sont à notre disposition. Il faut savoir quand même que tous, en fait, en réalité, on a fait l'expérience du dérèglement climatique, ne serait-ce qu'à travers les épisodes de canicule. Il faut savoir que lors des épisodes caniculaires, il y a une augmentation de la fréquentation des urgences psychiatriques qui fait x7. Donc c'est x7 passages aux urgences psychiatriques. Il y a des décompensations qui sont plus fréquentes pour nos patients, donc des patients qui ont des troubles psychiatriques connus, qui lors des épisodes caniculaires vont avoir des symptômes qui vont augmenter et qui vont nécessiter des prises en charge. Et il faut savoir qu'il y a un risque de mortalité qui est multiplié par 3 pour nos patients pendant les épisodes caniculaires. Donc tous, en fait, on a déjà été confrontés aux effets du dérèglement climatique dans notre propre chair, puisque là, ça fait plusieurs étés qu'on traverse des épisodes caniculaires. Ça a été assez bien documenté. C'est pas exactement le sujet du jour, mais c'est pour dire que, en fait, nous, sur notre territoire, on a un peu des deux. Il y a des territoires sur lesquels, en fait, les populations, elles ont été projetées directement dans la confrontation à des épisodes climatiques extrêmes, à la précarisation des ressources, le fait qu'il n'y a plus de ressources en eau, plus de ressources en nourriture, le fait que les conditions de survie de base ne sont plus assurées, qu'il y a des conflits qui existent de ce fait-là et qui doivent bouger de territoire pour pouvoir assurer leur survie. Donc effectivement, il y a une part de culturel, c'est-à-dire que on peut se poser ces questions parce qu'on est encore relativement préservé. Mais ce relativement préservé devient de plus en plus discutable et de plus en plus précaire. Est-ce qu'il y a des compléments de réponse ? Alors,
Oui, pour j'essaie de rassembler mes idées. Pour la question sur l'hypersensibilité émotionnelle et l'éco-anxiété, il n'y a pas d'études qui pourraient valider ça. Ce que je peux faire, c'est un retour de mes collègues terrain et de moi-même. Et je vais reprendre une histoire racontée, une anecdote racontée par le professeur Christophe André, qui est également psychiatre, sur les canaris dans les mines de grisou. Avec l'idée que lorsque les mineurs descendaient, et il y avait le risque du grisou, et ils descendaient avec leurs canaris qui étaient plus sensibles au grisou qu'eux, et donc du coup lorsqu'ils voyaient un canari tourner de l'œil, ils filaient en gros pour éviter effectivement de se retrouver exposés à ce gaz qui était mortel. Il y a l'idée du coup derrière un petit peu que les hypersensibles pourraient être effectivement plus rapidement, on va dire, affectés ou touchés par ces questions-là, mais ils sont à comprendre un peu comme ces canaris, c'est-à-dire un peu comme des lanceurs d'alerte, et avec l'idée de dire, certes, peut-être qu'ils expriment quelque chose, mais c'est quelque chose, le gaz est bien mortel pour tout le monde. Donc voilà, c'est pour dire, il y a quelque chose qui pourrait tous nous toucher par rapport à ça, un petit peu comme vient de le pointer Céline Massini. Par rapport à la question de la résilience, ça me semble vraiment être le point principal, effectivement, peut-être à retenir par rapport à ce qui pourrait être proposé. C'est-à-dire, on va être confronté indéniablement de plus en plus à des situations de plus en plus difficiles, on va dire psychologiquement, à faire face, que ce soit des inondations, des feux, enfin voilà, peu importe, des canicules. Et donc, il est important de travailler, on revient sur la question de la prévention, de travailler sur l'idée d'une préparation psychologique, on va dire, à ces questions-là, par des campagnes de prévention, mais du coup faites avec des personnes spécialisées quand même sur l'accompagnement émotionnel, je reviens là-dessus, et pas faire ça avec des jeunes qui en gros, on va leur dire, c'est vous la génération qui allez vous occuper de ça, qui se retrouvent complètement écrasés par ça, et ça va avoir un effet complètement inverse. Donc ça, il faut savoir que c'est déjà arrivé. Donc cette notion de résilience est vraiment essentielle. Et enfin, sur la question de l'éco-radicalité, qui serait du coup une réponse pathologique, j'aurais surtout envie de dire que mon appréhension en venant à la table ronde aujourd'hui était qu'on se centre sur l'éco-anxiété comme quelque chose qu'il faudrait résoudre à un niveau juste sanitaire, alors que j'aurais envie de dire, et je pense qu'on perdrait beaucoup d'énergie et beaucoup de temps, alors que je pense que la réponse doit être double. Bien évidemment, il faut qu'il y ait de la prévention pour s'assurer d'une certaine façon que les personnes tiennent face à un petit peu tous les changements qui vont arriver, et donc qu'il y ait quelque chose d'une résilience psychologique par rapport à ça. Mais je pense vraiment que c'est essentiel que sur d'autres terrains, il y ait des vraies mise en action et que c'est une communication claire et franche là-dessus, afin que d'une certaine façon, les personnes n'en viennent pas à une éco-radicalité, n'en viennent pas. Parce que sinon, si on commence à essayer de résoudre ce souci individu par individu dans notre cabinet, on ne va pas y arriver et on va perdre le temps. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire. Merci. Une dernière question, peut-être, si vous permettez, Daniel Chassaing. Merci, Monsieur le Président. Merci aux intervenants. Donc, si vous voulez, on a un dérèglement climatique qui entraîne des anxiétés. On le voit avec les tornades, ça a été des inondations, les feux, l'augmentation de la canicule. Alors, actuellement, nous voyons, malgré les accords de Paris, certains pays comme la Chine qui polluent à 33% au niveau international, la France moins de 1%, et l'Europe, je crois 4 ou 5%. Donc l'Union européenne, dans les pays de l'Union européenne, on a une diminution de l'émission de gaz à effet de serre, et en France aussi de près de 5%, donc c'est quand même quelque chose qui est plutôt un peu rassurant. Est-ce que les personnes voient dans ces diminutions d'émissions à effet de serre quelque chose de quand même plutôt positif, même si, bien sûr, ils ne peuvent pas influer sur les gros pollueurs, l'Inde, la Chine, les États-Unis, l'Australie, l'Afrique du Sud, qui développent beaucoup le charbon actuellement. Mais en Europe aussi, on est obligé d'avoir des entreprises pour que
dans des pays comme la France notamment, eh bien, on puisse conserver nos acquis sociaux. Nous avons, vous savez, une augmentation des déficits au niveau de la sécurité sociale et on souhaite tous conserver, même augmenter nos acquis sociaux. Donc, il faut de la prévention. Et la prévention, c'est d'avoir une énergie décarbonée. Je crois que c'est ce qui se fait en France avec l'énergie nucléaire, développement d'énergie hydroélectrique et autres. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui est quand même plutôt rassurant et qui peut diminuer l'éco-anxiété? Merci. Oui, alors c'est très intéressant, vous pointiez ces informations qu'on pourrait taxer de positives. Et c'est tout l'enjeu justement d'un travail thérapeutique, c'est d'arrêter de faire en sorte que les éco-anxieux se focalisent sur les informations négatives. Parce que des chercheurs l'ont montré, hein, on est aimanté 2,7 fois, c'est très précis, plus par les informations négatives que positives. Et évidemment, face aux enjeux climatiques pour lesquels on n'a pas prise directement, parce qu'on a en nous une mécanique, qui est la mécanique du stress, qui nous permet de gérer et de faire face à des dangers et des enjeux sur lesquels on a des ressources, mais face à la banquise, on n'a pas la ressource. Dame Nature n'a pas mis en nous cette ressource. Donc il y a d'autres ressources qui sont effectivement des ressources cognitives. Et clairement, et c'est ce que je présente dans cet ouvrage, Bien vivre son éco-anxiété, puisque ça, comme vous voyez, c'est quelque chose de positif comme titre, que j'ai coécrit avec Sylvie Chamberlain, c'est d'aller faire des listes des bonnes nouvelles au regard des mauvaises nouvelles qui s'accumulent dans les médias. Et peut-être que ça, c'est quelque chose sur lequel vous pourriez réfléchir, c'est faire en sorte que les médias diffusent des bonnes nouvelles. Et les bonnes nouvelles sont hyper importantes parce qu'elles permettent une régulation cognitive et donc de contrebalancer, parce qu'il y a une homéostasie interne dans la psyché qui fait qu'on a deux plateaux, des sollicitations négatives et des sollicitations positives. Et il faut absolument contrebalancer les sollicitations négatives par des sollicitations positives. Et les informations positives sont une bonne manière de contrebalancer les informations négatives. Et moi, je fais faire des listes à mes patients de bonnes nouvelles. Alors, ça a un premier effet, c'est de contrebalancer, mais il y a un deuxième effet, c'est d'identifier aussi des éco-témoins de personnes qui ont fait des choses positives pour la planète auxquelles les éco-anxieux peuvent s'identifier pour avoir une perspective optimiste d'une action qui contrebalance aussi les effets négatifs de nos activités consuméristes. Et je cite souvent l'exemple de Felix Finnbeiner, qui est un jeune Allemand d'une vingtaine d'années, qui à l'âge de 9 ans est effrayé, et c'était il y a une quinzaine d'années à peu près, est effrayé par la déforestation amazonienne, et il se dit, quand je serai grand, je planterai 1 milliard d'arbres. Alors tout le monde le regarde un peu de haut en disant, écoute, va jouer aux billes dans ta course, c'est un peu n'importe quoi. Sauf son prof qui lui dit, son enseignant qui lui dit, eh ben moi je crois à ton projet, je vais t'aider à planter ton premier arbre et tu vas le faire avec tes petits camarades. Et là, il a une révélation, Felix Finnbeiner, il se dit, ah ouais, c'est possible, mais il va falloir que j'en plante plein d'autres et je ne vais pas y arriver tout seul. Donc il a des parents qui l'aident un peu, puisqu'ils sont entrepreneurs, il va fonder sa première ONG, et à l'âge de 13 ans, on le voit à la tribune de l'ONU demander des subsides qu'il va obtenir, et il ne va pas planter 1 milliard d'arbres, il va en planter 14 milliards. Il en est à 14 milliards. Et son ambition, c'est d'en planter 100 milliards. Et 100 milliards, c'est un tiers des arbres. Aujourd'hui, il y a 300 milliards d'arbres sur Terre. On en a déforesté 300 milliards depuis la révolution technologique, la révolution industrielle, merci. Et lui, il veut compenser à lui tout seul un quart, enfin en rajouter un quart, donc ça en fera un quart de ces arbres d'ici la fin de sa vie. Donc, à l'impossible, nul n'est tenu, mais on peut arriver à faire des choses si, bien sûr, on déploie quelque chose qui s'appuie sur le collectif et les États. On peut y arriver si on aligne l'individuel, le collectif et le sociétal. Mais pour ça, il ne faut pas qu'il y ait des incohérences ou des conflits entre ces différents niveaux. Il faut qu'il y ait vraiment un alignement des énergies et on arrivera à faire des choses justement avec les énergies renouvelables, l'énergie nucléaire à court terme, parce qu'elle présente d'autres problèmes, qui physiquement, et je ne parle pas des aspects idéologiques, peuvent nous permettre de remporter la victoire de la transposition des énergies fossiles aux énergies non polluantes et non dangereuses pour l'humanité. Voilà, je crois qu'on va conclure sur ce message, sur ces derniers mots collectifs et volonté politique pour ce qui nous concerne, d'accompagnement dans cette transition pour que nos concitoyens se portent mieux.
Voilà, Jean, un petit mot peut-être. Merci à tous nos intervenants. Vous remercier de la qualité de ces débats et des éclairages que vous avez pu nous apporter. Nous souhaitons une bonne journée. Merci. Merci à tous.